Parfois, la plus grande force ne réside pas dans votre grade ou dans les étoiles sur vos épaulettes, mais dans le mépris que vous inspire votre interlocuteur. Les gens, en particulier ceux qui croient que l'argent peut tout acheter, commettent leurs plus grandes erreurs lorsqu'ils ne comprennent pas qui se trouve en face d'eux. Je suis le contre-amiral Clémence Poésie, et je vous promets qu'à la fin de cette histoire, la seule voix que vous entendrez sera celle de la justice, résonnant comme un coup de marteau dans le froid glacial. Mais avant cela, retournons au moment où tout a commencé, à l'extrémité sud du globe, les terres australes et antarctiques françaises. TAAF. Ici, rien ne ressemble au reste du monde. Ici, ce ne sont pas les politiciens qui fixent les règles, mais la nature. La vitesse du vent, l'épaisseur de la glace et cette blancheur infinie. C'est ici ma maison, mon royaume, et les terres que j'ai juré de protéger. Mais ce jour-là, quelque chose a brisé ce silence sacré. Un monstre métallique est apparu à l'horizon. Le roi Soleil, un paquebot de croisière ultra luxueux. Je me tenais debout sur le pont du navire, vêtu de vêtements civils, une tasse de café chaud à la main. Je portais une épaisse parka sans marque et un bonnet en laine. Personne ne me regardait. Pour eux, je n'étais qu'un spectateur du paysage, peut-être un membre du personnel du navire ou un simple passager. Pourtant, j'étais le plus haut responsable administratif de ces eaux, de ces glaces et de ces colonies d'empereurs pingouins que ce navire approchait illégalement. Mais ils ne le savaient pas. Pas encore. Il faisait -20 degrés, mais dans le bar du navire, appelé l'Orangerie, entouré de balcons vitrés chauffés, l'air sentait les parfums coûteux et le champagne. J'étais sur le pont extérieur, appuyé contre la balustrade, scrutant l'horizon avec mes jumelles. Le capitaine du navire avait dévié de sa route afin d'offrir à ses clients une meilleure photo. Il avançait sans crainte vers la zone rouge, protégée par des accords internationaux et dont l'accès est strictement interdit, vers le lieu de reproduction des pingouins. Le bruit des moteurs tranchait comme un couteau le silence ancestral des glaciers. Je sentais la colère monter en moi. Mais ce n'était pas une colère bruyante, c'était cette colère froide dont nous avons parlé dans l'analyse, glaciale, tranchante et calculée. À ce moment précis, j'ai senti une poussée brutale dans mon dos. Je me suis retournée. Devant moi se tenait un homme qui semblait tout droit sorti du 16e arrondissement de Paris, avec son manteau en cachemire et son verre en cristal à la main. Henri. J'apprendrai plus tard qu'il s'appelait Henri, mais à ce moment-là, il n'était pour moi qu'un riche touriste qui ne savait pas se tenir. Il arborait ce sourire méprisant, propre aux gens qui pensent que leur argent leur permet d'acheter tout ce qu'ils veulent. « Hé, toi !» dit-il dans un français empoulé et arrogant. « Dégage de là. Je ne vois pas le glacier à cause de ta grosse tête. Tu gâches l'angle de ma photo. » J'ai plissé les yeux. Je l'ai regardé calmement. « Pardon ?» ai-je dit sans élever la voix. « Tu n'as pas entendu ?» rugit-il. Sa voix était amplifiée par le courage artificiel que lui donnait le champagne. Les autres touristes autour de nous, des femmes en manteau de fourrure et des hommes fumant des cigares, se mirent à nous regarder en ricanant. Ils cherchaient à s'amuser, et Henri était prêt à leur offrir ce divertissement. « Je t'ai dit de te pousser. J'ai payé une fortune pour ce bateau. J'ai dépensé plus que ton salaire annuel pour admirer cette vue. Alors maintenant, pousse-toi, sinon je te dénoncerai à la direction du bateau et je te ferai jeter par-dessus bord au prochain port. » C'est à ce moment-là, tout a changé. Que fait normalement une personne face à une telle insulte ? Elle rougit de honte, elle se met en colère, elle s'éloigne en pleurant. Mais j'étais le contre-amiral Poésie. Et l'homme qui se tenait devant moi ne m'avait pas seulement insulté, il avait déclaré la guerre à tout ce que je représentais, à ces terres, aux lois et à la nature. Et même s'il ne le savait pas encore, il avait déjà perdu la guerre. Cette histoire ne concerne pas seulement un touriste grossier, mes amis. Cette histoire concerne ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Si, au moins une fois dans votre vie, vous avez été contraint de rester silencieux face à quelqu'un qui abusait d'un pouvoir qu'il ne méritait pas, vous voudrez écouter cette histoire jusqu'à la fin. Car le prix que Henri allait payer allait être trop lourd pour être mesuré en argent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo pour nous soutenir. Mais à ce moment-là, je me suis contentée de sourire. « Pouvez-vous acheter ce bateau ?» ai-je demandé, le calme de ma voix l'irritant encore plus. Henri a éclaté de rire. Il a levé son verre. « Ma chérie, » dit-il avec son ton dégoûtant et méprisant, « si je le veux, je peux acheter non seulement ce bateau, mais également ta vie. Sais-tu qui siège au conseil d'administration de cette société, la compagnie du Ponant ? Un simple coup de fil de ma part et je te fais virer. Maintenant dégage d'ici. » Il essaya de me pousser. Un contact physique. Il avait dépassé les limites.
J'ai lentement retiré mes jumelles de mon cou, je l'ai regardé dans les yeux. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans mon regard à ce moment-là. Peut-être un vide, peut-être cette obscurité grise annonciatrice d'une tempête imminente. Il a reculé. « Vous avez raison », ai-je dit. « Cette vue est vraiment inestimable, et je pense qu'il est temps que chacun connaisse sa place. » Je me suis retournée, et j'ai traversé la foule du bar pour me diriger vers la sortie. Henri criait derrière moi. « Ah, c'est comme ça que tu t'enfuis, ne me cache plus ma vue !» Il pensait avoir remporté la victoire. Il pensait m'avoir effrayé et m'avoir fait fuir, m'avoir écrasé avec son argent. Mais je ne fuyais pas. J'allais chasser. Mes pas ne me menaient pas à ma cabine, mais directement à l'escalier métallique marqué « Entrée strictement interdite », au cerveau du navire, à la cabine du capitaine. En montant les escaliers, j'ai sorti le téléphone satellite de ma poche et j'ai appuyé sur un seul bouton. Lorsque la voix à l'autre bout du fil a dit « À vos ordres, amiral », un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. « Que l'opération commence », ai-je dit. Le navire Le Roi Soleil a violé les eaux internationales. Code rouge. Préparez les bateaux de la garde côtière. Et passez-moi, je me suis interrompue pensant à Henri qui buvait du champagne en riant en bas, passez-moi notre avocat le plus compétent. Une fortune va changer de main ici aujourd'hui. Lorsque je suis entrée dans la cabine du capitaine, Jean-Pierre, le commandant du navire, a failli avoir une crise cardiaque en me voyant. Je ne portais pas d'uniforme, mais il me reconnaissait. Son visage est devenu livide. « L'amiral Poésie » dit-il d'une voix tremblante. « Nous ne savions pas que vous étiez à bord. »« Ça se voit, capitaine », ai-je répondu en regardant l'écran radar à côté de la barre. L'empereur n'était plus qu'à 500 mètres de la colonie de pingouins. C'était un massacre. Des milliers de bébés auraient pu mourir à cause du bruit et du stress. Votre itinéraire est illégal, votre vitesse est illégale, et vos passagers... Je pris une profonde inspiration. Vos passagers font beaucoup trop de bruit. Le capitaine se mit à bégayer. Mais monsieur, les clients... Monsieur Henri a spécialement demandé que nous nous approchions des glaces. Je levai la main. D'un seul geste, je le fis taire. Passe-moi le micro, Jean-Pierre, ai-je dit. Ma voix était autoritaire. Elle n'admettait aucune objection. Mais, amiral, donnez-moi le micro. Les mains tremblantes, il me tendit le micro du système d'annonce diffusant dans tout le navire. Lorsque je pris ce micro dans ma main, je ressentis un pouvoir bien plus grand que les millions sur les comptes bancaires d'Henri. C'était le pouvoir de l'État. C'était le pouvoir de la justice. Je pris une profonde inspiration. En bas, au bar L'Orangerie, j'imaginais le visage qu'allait bientôt prendre Henri, ivre de victoire en levant son verre, et j'appuyai sur le bouton. Ma voix a résonné dans tous les haut-parleurs du navire, du pont à la salle des machines, des cabines luxueuses à ce maudit bar. Mesdames et messieurs, votre attention. Je suis Clémence Poésie, gouverneur des terres australes et antarctiques françaises et commandant de la marine régionale. Lorsque ma voix s'est propagée dans les haut-parleurs, j'ai presque pu ressentir physiquement le silence profond qui couvrait le bruit des moteurs du navire. Je savais que la musique s'était arrêtée dans le bar L'Orangerie situé en dessous, que les verres étaient restés suspendus dans l'air et que la foule qui me souriait quelques instants auparavant retenait son souffle. Le capitaine Jean-Pierre transpirait à côté de moi, les mains tremblantes, agrippées au tableau de bord. J'aurais pu avoir pitié de lui, mais la lâcheté est la plus grande complice du crime. À l'heure actuelle, le navire Le Roi Soleil a pénétré sans autorisation dans la zone protégée de reproduction des manchots empereurs, située dans les limites de la zone rouge, en violation des lois internationales de protection de l'environnement et des droits de souveraineté français. Le ton de ma voix n'avait rien d'une annonce festive, mais plutôt d'une citation à comparaître devant un tribunal. Ce n'est pas une annonce, c'est une intervention. En vertu de mes pouvoirs, je prends le commandement du navire. Capitaine, arrêtez immédiatement les moteurs et mettez le navire en mode positionnement dynamique. Nous n'allons nulle part. Je marquai une pause, il était temps d'ajouter une touche personnelle. Mes yeux n'étaient pas rivés sur l'écran radar, mais fixés sur cet arrogant visage dans mon esprit. Et à vous, monsieur, qui sirotiez votre champagne au bar L'Orangerie et qui tout à l'heure sur le pont m'avait dit que vous pouviez acheter ce navire, je crois que vous vous appelez Henri. J'ai une nouvelle à vous annoncer, monsieur Henri. Ce panorama privilégié que votre argent vous a permis d'acheter est désormais une scène de crime.
C'est peut-être le moment idéal de faire appel à vos relations influentes dont vous m'avez parlé tout à l'heure en me menaçant. Car l'État français ne pardonne pas les atteintes à sa nature, et je suis la mémoire de cet État. Lorsque j'ai éteint le micro, seul le bruiement des appareils électroniques se faisait entendre dans la timonerie. Jean-Pierre me regardait effrayé. « Amiral, murmura-t-il, qu'avez-vous fait ? La compagnie va me détruire. Monsieur Henry est le meilleur ami du président du conseil d'administration. C'est lui qui a personnellement appelé Paris pour faire mettre ce navire sur cette route. » Je me suis tourné vers lui, sans laisser transparaître la moindre émotion sur mon visage. « Capitaine, ce n'est pas la compagnie qui va vous détruire, mais moi. Si vous n'arrêtez pas ces moteurs immédiatement, je vous ferai juger par un tribunal militaire pour complicité dans une catastrophe environnementale et résistance à un agent de la force publique. C'est à toi de choisir. Tu préfères passer ta retraite en prison ou coopérer maintenant ?» Jean-Pierre déglutit. Il était devenu livide. D'une main tremblante, il tendit le bras vers la manette des gaz et mit les moteurs au ralenti. Le navire s'immobilisa lentement parmi les glaces. Le silence était revenu, mais cette fois-ci, il n'était pas paisible. Il était tendu et empreint de peur. À ce moment-là, la lourde porte en acier de la cabine du capitaine s'ouvrit dans un grand bruit. La personne qui entra était bien sûr Henry. Derrière lui se trouvaient 2 agents de sécurité privés et une femme au visage renfrogné, probablement la directrice de l'hôtel du navire. Le manteau en cachemire coûteux d'Henry flottait au vent. Son visage était rouge de colère. Il n'avait plus le verre en cristal à la main, mais la haine dans ses yeux était aussi tranchante que des milliers d'éclats de verre. « Toi !» cria-t-il, en pointant son doigt vers moi. « Pour qui te prends-tu ? C'était quoi cette annonce ? Tu m'as humilié devant tous les passagers. Allume ce micro et excuse-toi immédiatement. Sinon, je te jure que… » Il s'avança vers moi. Les agents de sécurité se mirent en mouvement avec lui. Jean-Pierre recula, effrayé. C'était là le moment héroïque dont nous avons parlé dans l'analyse. Je ne bougeais pas d'un pouce. Je rangeais lentement le téléphone satellite dans ma poche et croisais les bras sur ma poitrine. « Si vous faites un pas de plus, dis-je d'une voix d'un calme mortel, je considérerais cela comme une tentative d'agression. Et croyez-moi, monsieur Henry, vos agents de sécurité à bord de ce navire ne suffiront pas à m'arrêter. Je suis un soldat. Vous n'êtes qu'un enfant gâté qui se vante avec son argent. » Henry s'est arrêté, mais sa colère ne s'est pas apaisée. « Savez-vous qui je suis » a-t-il sifflé. « Je suis Henry Delacroix. Je suis le principal actionnaire du holding propriétaire de ce navire. Je suis un homme qui dîne avec le Premier ministre français. Vous, en revanche, vous n'êtes qu'un fonctionnaire gelé parmi les glaces. » Je souris. Ce sourire l'énerva encore plus. « Enchanté, monsieur Delacroix. Votre aveu est formidable, » dis-je en désignant du menton les caméras de sécurité et les enregistreurs audio fixés au plafond de la timonerie. « Car vous venez d'enregistrer que vous avez personnellement donné l'ordre de suivre cette route illégale et que, en tant que propriétaire du navire, vous êtes directement responsable de ce délit. Vous avez également avoué avoir exercé une pression sur le capitaine Jean-Pierre. » Les yeux d'Henry se posèrent sur les caméras au plafond. Il hésita un instant, mais son orgueil prit le dessus sur sa raison. « Je me fiche des enregistrements » s'écria-t-il. « Vous ne pouvez pas sortir ces enregistrements de ce navire. C'est mon navire. Ce sont mes règles qui s'appliquent. Les gars, dit-il en se tournant vers les agents de sécurité, jetez cette femme par-dessus le bord. Enfermez-la dans sa cabine. Elle ne doit pas sortir avant d'arriver au port. Capitaine, reprenez la route. Je veux voir ces pingouins. » Les agents de sécurité se regardèrent avec hésitation. Ils avaient devant eux quelqu'un qui se présentait comme un amiral, même s'il ne portait pas d'uniforme. « Monsieur, » dit un des agents de sécurité, « si vous êtes vraiment amiral, faites ce que je vous dis. Qui vous paye votre salaire? C'est moi. Virez-la d'ici. » Les agents de sécurité firent un pas vers moi. C'est à ce moment précis que la deuxième phase du plan entra en action. Une voix métallique, grésillante mais extrêmement claire, retentit dans la radio du capitaine du navire. Le roi Soleil, ici le patrouilleur l'Astrolabe de la marine française. Nous avons localisé votre position et confirmé la violation de la zone rouge. Sur ordre de l'amiral Poésie, nous nous approchons pour arraisonner votre navire. Coupez immédiatement les moteurs et rendez-vous. Je répète, il s'agit d'une opération militaire. Tout le monde dans la timonerie se figea. La colère rouge sur le visage d'Henry fit place à un choc blanc comme la craie. Ils regardèrent par la fenêtre. À l'horizon, un navire militaire gris approchait rapidement à travers les glaces. Le drapeau français flottait au vent et le canon à l'avant était directement pointé vers nous. L'Astrolabe, mon navire, mon équipe.
Je me tournai vers Henri. Je ne cachais plus le sourire glacial qui se dessinait sur mon visage. Je suppose que les gardes que vous payez ne peuvent pas faire grand-chose contre la marine française, n'est-ce pas, monsieur Delacroix? Dis-je. La partie est terminée. Maintenant, c'est moi qui décide. Henri vacilla. Il dut s'agripper à un fauteuil. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-il. Savez-vous combien cela va me coûter? Mes actions en bourse, ma réputation. Je m'approchai de lui. Nous nous retrouvâmes face à face. Je parlais à voix basse, mais chacun de mes mots était comme une gifle. Henri, dis-je, prononçant son nom pour la première fois avec une affection si sincère, presque moqueuse, tu penses encore à l'argent. Mais tu te trompes, ce n'est pas une question d'argent. Le problème, c'est que tu as défié la nature, les lois et moi-même. Je vais maintenant te donner la leçon la plus coûteuse de ta vie. Lorsque ce navire rentrera au port, ce n'est pas seulement une amende qui t'attend, ce sont les gros titres qui t'attendent. Des gros titres tels que « Le milliardaire tueur de la nature ». Es-tu prêt? On entendit le bruit d'un hélicoptère à l'extérieur. L'hélicoptère militaire qui avait décollé de l'Astrolabe survolait le navire. Maintenant, dis-je en me tournant vers les gardes, ma voix se durcit. Si vous ne voulez pas être jugé pour trahison et rébellion devant un tribunal militaire, déposez immédiatement vos armes et placez M. Delacroix en détention. Oui, vous avez bien entendu, arrêtez votre patron. Sinon, les commandos qui descendront de cet hélicoptère ne seront pas aussi gentils quand ils vous mettront à terre. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Le rapport de force bascula du côté de l'argent vers celui de l'autorité, ce côté impitoyable et sans appel. Cette histoire ne faisait que commencer, et Henri ne savait pas tout ce qui allait lui arriver. Les hélices de l'hélicoptère créaient un effet de tempête sur le pont du luxueux navire, les élégantes coupes de champagne et les nappes coûteuses étaient balayées par la violence du vent, et je dois avouer que voir s'effondrer le paradis artificiel qu'Henri avait construit sur ce navire était le plus beau spectacle au monde. Dans la cabine du capitaine, Henri criait après ses gardes du corps, tandis que des bruits sourds et métalliques se faisaient entendre à l'extérieur. Tac, tac, tac. Je reconnaissais ces bruits. C'étaient ceux des bottes à semelles magnétiques des commandos français qui frappaient le pont. C'était le bruit de la discipline. « C'est fini », ai-je dit en regardant Henri. « Le spectacle est terminé, monsieur Delacroix. Le monde réel frappe à votre porte. » Cette fois, la porte ne s'ouvrit pas, elle fut presque arrachée de ses gonds. 4 commandos de la marine, masqués et en tenue complète, entrèrent dans la pièce. Leur chef, le capitaine Moreau, que je reconnus à l'insigne sur son épaule, me salua d'un signe de tête sévère. « Amiral, dit-il, d'une voix grave mais claire derrière son masque, la sécurité est assurée. Vos ordres ?» Henri se trouvait face à une véritable autorité pour la première fois de sa vie. Son costume coûteux ressemblait à un costume de carnaval à côté des tenues tactiques noires des commandos. « Arrêtez cet homme, capitaine, dis-je en désignant Henri. Chef d'accusation, menace à la sécurité nationale, intrusion dans une zone biologique protégée, menace à l'encontre d'un fonctionnaire et tentative de corruption. » « Vous êtes fou !» s'écria Henri lorsqu'un des commandos lui saisit le bras. « Vous ne pouvez pas me toucher, mes avocats vont vous détruire, je vais appeler Paris. » Le capitaine Moreau lui tordit le bras avec un geste professionnel et le fit s'agenouiller. Ce milliardaire arrogant se trouvait désormais à genoux sur le sol froid de la cabine du capitaine, à portée de mes bottes. Je me penchai vers lui. « Vous ne pouvez pas appeler Paris, Henri, murmulai-je, parce que nous sommes dans la zone rouge. Seul mon téléphone satellite fonctionne ici, et je ne vous autorise pas à l'utiliser. Vous êtes désormais coupé du monde. Il n'y a que vous, moi et les crimes que vous avez commis. » Le clic métallique froid des manottes qui se refermaient sur Henri, pour moi, ce son était la mélodie de justice. Si vous avez déjà été victime d'une injustice dans votre vie et que vous avez dû garder le silence, vous pouvez imaginer à quel point c'est satisfaisant. C'est d'ailleurs pour cette raison que je raconte cette histoire, pour que vous puissiez ressentir l'écho de ce son. Alors qu'Henri était emmené, je me suis tournée vers Pierre Jean-Luc. Le pauvre homme tremblait de peur. « Vous, dis-je, vous resterez aux commandes du navire, mais c'est moi qui déciderai de la route à suivre. Nous allons au port de Port-au-Français. Et Pierre-Jean, si vous faites un seul faux pas, vous vous retrouverez dans la cellule voisine de celle d'Henri. »« À vos ordres, amiral, » répondit-il d'une voix à peine audible. Je quittai la timonerie et descendis sur le pont. Le vrai spectacle allait commencer. Car l'arrestation d'Henri ne suffisait pas, il fallait aussi détruire sa réputation, cette image à laquelle il tenait tant,
Je suis descendue sur le pont principal où se trouvaient le bar, l'orangerie et la piscine. Les passagers étaient stupéfaits par les commandos qui les encerclaient. Quand ils m'ont vue, moi, cette femme ordinaire qui observait le paysage à la jumelle quelques instants auparavant, avec le capitaine à mes côtés et Henri menotté derrière moi, les chuchotements se sont transformés en murmures. Tout le monde avait son téléphone à la main. Ils enregistraient la scène. Génial. Henri a crié à la foule « N'hésitez pas !» espérant encore être sauvé. « Filmez ça! L'État français attaque ses citoyens, c'est un scandale !» Il était temps de prendre le contrôle de la situation. Je me suis plantée au milieu du pont. Le vent faisait voler mon manteau. « Mesdames et messieurs !» ai-je dit d'une voix forte. L'autorité dans ma voix a étouffé les protestations d'Henri. « Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Cette opération vise uniquement les personnes qui ont illégalement conduit ce navire dans des eaux dangereuses et commis un crime international. » Je fis un pas en avant et, regardant Henri dans les yeux, je parlais de manière à ce que tout le monde puisse m'entendre. « Monsieur Delacroix vous avez promis une expérience unique, n'est-ce pas? Il vous a menti. En vous emmenant dans la zone de reproduction des pingouins, il a mis en danger non seulement la nature, mais aussi votre vie. Ces glaciers sont instables. La coque de ce navire n'est pas suffisamment renforcée pour résister à des glaciers de cette profondeur. Il vous a emmené dans une tombe qui pourrait couler, uniquement pour satisfaire son ego. » Des halètements effrayés se firent entendre dans la foule. Le regard des passagers envers Henri changea. L'admiration fit place au doute, voire à la colère. « Il ment !» s'écria Henri. « Le navire est solide !»« Vraiment ?» dis-je en sortant un document plié de ma poche. Il s'agissait du rapport d'analyse technique du navire. Je l'avais reçu par fax de mon bureau à Paris avant même de monter à bord. Ce rapport indique que le Roi Soleil n'est classé que dans la catégorie classe B pour la navigation dans les glaces. Cela signifie qu'il ne peut pas briser des glaces de plus de 50 cm d'épaisseur. Or, la couche de glace sur laquelle nous nous trouvons actuellement fait 1,5 m d'épaisseur, Henri. Tu nous as amenés ici pour prendre une photo, mais tu as failli provoquer un nouveau naufrage du Titanic. Cette information a été le coup de grâce. Les passagers ont commencé à se regarder avec effroi. Henri a perdu son sourire. Il n'avait plus rien à dire pour se défendre. Ses propres clients, ses propres admirateurs le regardaient désormais comme un criminel, un menteur. « Emmenez-le », ai-je dit au commando. Henri a été traîné comme un criminel depuis le pont de son luxueux navire jusqu'à l'hélicoptère sous les huées de ses propres clients et les flashs des appareils photo. À ce moment-là, je lui avais non seulement pris sa liberté, mais aussi ce qu'il avait de plus précieux, sa réputation. Alors que l'hélicoptère décollait pour emmener Henri à la base militaire des îles Kerguelen, je m'appuyais contre le bastingage du navire. Le vent-croix me fouettait le visage, mais j'avais le cœur en feu. Ce n'était que le début. J'avais arrêté Henri, mais la véritable bataille allait commencer lorsqu'il ferait appel à son armée d'avocats en qui il avait tant confiance. Mais il ignorait une chose, je n'étais pas seulement un soldat. J'étais un soldat qui savait très bien jouer aux échecs. Et pendant qu'Henri était dans l'hélicoptère, j'avais déjà donné mon deuxième ordre à mon équipe à Paris. Saisissez tous ses biens, gelez les comptes de la société et divulguez à la presse le titre « Le cueur de pingouins ». Alors que le navire retournait lentement vers le port, mon téléphone vibra dans ma poche. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Je répondis. La voix à l'autre bout du fil dit « Amiral, vous avez mis le feu aux poudres. Paris est en ébullition. Le ministère veut une explication. » Je souris. « Dites-leur, dis-je en regardant le soleil se coucher à l'horizon. L'hiver arrive, et cet hiver sera très long pour Henri. » À l'écran, on voyait l'avocat principal d'Henri, maître Pierre-Louis de Montmorency, le nom le plus cher et le plus impitoyable du barreau de Paris. Il souriait aux caméras en montrant ses dents parfaites et déversait son venin. Mon client, Monsieur Delacroix, a été victime, lors d'un voyage touristique tout à fait légal, du harcèlement d'un fonctionnaire qui a outrepassé ses pouvoirs et agi en fonction de ses complexes personnels. L'attitude agressive de l'amiral Poésy cause des milliards d'euros de préjudice au tourisme français. Nous avons porté plainte contre lui pour abus de pouvoir et privation de liberté. L'amiral Poésy doit être immédiatement démis de ses fonctions. Le lieutenant Luc, mon assistant qui se trouvait dans la pièce avec moi, m'a regardé avec inquiétude. « Amiral, a-t-il dit, le ministère a encore appelé. Le secrétaire d'État souhaite vous voir. Il n'avait pas l'air très content. » Sans quitter l'écran des yeux, je bus une gorgée de thé. « Qu'ils attendent, Luc, dis-je calmement. Il est encore trop tôt. »
Mais, monsieur, des hashtags démission ont été créés à votre sujet sur les réseaux sociaux. Les trolls d'Henri vous attaquent. Ils écrivent que vous êtes jaloux, que vous êtes un raté, et même que vous êtes dérangé. J'ai souri. Qu'ils écrivent, Luc. Laisse-les attaquer. Plus ils feront de bruit, plus leur chute sera rude. Ils n'ont pas encore vu les cartes que nous avons en main. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas le ministère qui m'appelait, c'était l'homme à l'écran, maître Montmorency. Je mis le haut-parleur. Amiral Poésie, dit Montmorency. Sa voix était douce comme dit velours, mais menaçante. Je vous appelle pour vous offrir une issue. Monsieur Henri est quelqu'un de très généreux. Si vous retirez immédiatement ces accusations absurdes et publiez un communiqué de presse indiquant qu'il s'agit d'un malentendu, disons que vous pourrez passer votre retraite très confortablement aux Maldives. Voilà le moment que j'attendais, une offre de corruption. Maître Montmorency, dis-je en conservant cette autorité glaciale dans ma voix, vous savez que votre conversation est enregistrée, n'est-ce pas? Souhaitez-vous que j'ajoute votre proposition au dossier pour tentative d'influence sur la justice? Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, puis sa voix se durcit. Écoutez-moi, amiral, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Demain matin, je vous ferai retirer votre uniforme. Je vous couvrirai d'une telle honte que vous ne pourrez plus sortir dans la rue en France. Les relations d'Henri... Je l'interrompis. Les relations d'Henri peuvent-elles changer le fait que le navire est classé classe B pour la navigation dans la glace, maître? Silence. Cette fois, le silence fut plus long. Qu'est-ce que vous racontez? Balbutia-t-il. Son masque professionnel s'était fissuré. Je dis que, ai-je poursuivi en soulignant chaque mot, votre client, Henri Delacroix, n'a pas seulement pénétré sans autorisation, il a embarqué 150 passagers à bord de ce navire alors qu'il savait pertinemment que celui-ci ne pouvait pas briser la glace et que dans une glace aussi épaisse, la coque de l'Astra risquait de se fendre. J'ai les rapports techniques entre les mains, mais plus important encore, j'ai les aveux du capitaine, Jean-Pierre. Vous mentez, dit-il, mais sa voix tremblait. Le capitaine a avoué qu'Henri l'avait menacé pour qu'il change de cap et qu'il a dissimulé le rapport technique sur les risques, puis il a conclu un accord avec le procureur. Ce n'est plus un délit environnemental, maître, c'est une affaire de tentative d'homicide volontaire sur 150 personnes. Que pensez-vous que feront les compagnies d'assurance lorsqu'elles l'entendront? Que deviendra la holding d'Henri en bourse? J'ai pris une profonde inspiration. Écoutez-moi bien. Vous pouvez continuer à passer à la télévision et à me calomnier. Mais demain matin à 9 heures, je tiendrai une conférence de presse. Et lors de cette conférence, je dévoilerai les rapports techniques du navire, les aveux du capitaine et les documents prouvant comment Henri a conduit les passagers de ce navire à une mort certaine. À ce moment-là, même le ministre ne pourra plus sauver Henri. « Attendez, dit Montmorency. Sa voix n'était plus menaçante, mais inquiète. Attendez, amiral, nous pouvons nous entendre. Pas besoin de conférence de presse. Que voulez-vous? Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fait un clin d'œil à Luc. Je veux que justice soit faite, maître, dis-je en conservant cette autorité glaciale dans ma voix. Et cette fois, le prix de la justice sera trop élevé pour le chéquier d'Henri. On se voit demain matin. Je raccrochai le téléphone. Luc me regardait d'admiration. Maintenant, dis-je, en me levant, tu peux appeler le ministère, Luc. Dis-leur de réserver les meilleures places pour le spectacle de demain, parce que l'amiral Poésie vient de se lancer dans la chasse. Cette histoire avait dépassé le stade d'une simple démonstration de force. C'était désormais une partie d'échecs, et j'avais dit « échec ». Il ne restait plus qu'un coup pour faire échec et mat. Il était 9 heures du matin. Je me trouvais dans la petite salle de briefing austère de la base TAF à Port-au-Français. Face à moi, il n'y avait qu'une caméra et quelques journalistes locaux, mais je savais que derrière l'objectif de cette caméra, toute la France me regardait. Nous étions reliés par satellite au grand centre de presse de Paris. Sur mon écran, je pouvais voir que la salle à Paris était bondée. L'avocat d'Henri, maître Montmorency, était assis au premier rang, comme s'il assistait à un gala plutôt qu'à ses propres funérailles. Il arborait toujours ce sourire agaçant et sûr de lui. Il pensait probablement que j'allais démissionner ou présenter mes excuses d'un instant à l'autre. J'ai ajusté le micro. Je portais mon uniforme officiel, avec tous mes grades bien visibles. Je ne l'avais pas mis pour effacer l'image du fonctionnaire jaloux, mais pour rappeler le sérieux de l'État. « Bonjour », dis-je.
Ma voix était calme et claire. J'ai suivi avec intérêt la campagne de dénigrement menée à mon encontre depuis hier soir. L'amiral fou qui sabote le tourisme, le fonctionnaire jaloux, des titres créatifs. Des rires étouffés se firent entendre dans la salle parisienne. Montmorency murmura quelque chose à l'oreille de son assistant. Cependant, ai-je poursuivi en durcissant le ton, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour me défendre. Je suis venu ici aujourd'hui pour présenter les preuves d'un crime qui a été empêché. Les rires dans la salle s'arrêtèrent net. Un meurtre ? Demanda un journaliste parisien. Oui, un meurtre, et même une tentative de meurtre collectif. J'ai ouvert le dossier bleu posé sur ma table. Le document que vous voyez ici, ai-je dit en le montrant à la caméra, est le certificat de classification original délivré par le Lloyd's Register pour le navire Le Roi Soleil. Henri Delacroix et ses avocats affirment que le navire est un brise-glace entièrement équipé, mais ce document prouve que le navire n'est que de classe Polar Class 6, anciennement appelé classe B. Savez-vous ce que cela signifie ? Je me suis penchée vers la caméra, comme si je regardais Henri droit dans les yeux. Cela signifie que la coque de ce navire est uniquement conçue pour briser de fines couches de glace. Or, l'épaisseur des glaces dans la zone rouge où Henri Delacroix vous a emmené est 3 fois supérieure à la capacité de résistance du navire. Si mes bateaux de la garde côtière n'avaient pas arrêté ce navire, la pression des glaces aurait écrasé sa coque comme une canette de soda. Les 150 passagers qui auraient été projetés dans les eaux glacées n'auraient eu aucune chance de survivre jusqu'à l'arrivée des équipes de secours. Un murmure s'éleva dans la salle parisienne. Les journalistes se regardaient, se précipitaient sur leur téléphone. Le sourire de Montmorency s'était figé. Il s'agitait nerveusement sur place. « Ce n'est pas une erreur technique », dis-je en sortant le deuxième document. Voici une copie de la déclaration sous serment du capitaine Jean-Pierre au procureur. Le capitaine a avoué qu'Henri Delacroix l'avait menacé de le licencier et lui avait ordonné d'ignorer les avertissements techniques. J'ai projeté sur l'écran derrière moi un court extrait vidéo de la déposition du capitaine. L'air épuisé et repentant, le capitaine déclara « Il m'a forcé. Il m'a dit « Il n'y a aucun risque. L'assurance s'en chargera. » Vous avez entendu ? Ai-je dit en élevant la voix. L'assurance s'en chargera. Pour Henri Delacroix, votre vie n'est qu'une indemnité à percevoir auprès de la compagnie d'assurance. Il était temps de créer l'effet boule de neige. Et enfin, ai-je dit, ce matin, j'ai officiellement informé la Bourse de Paris et l'autorité de contrôle des assurances. La compagnie d'Henri Delacroix a sciemment mis en danger la vie de ses passagers et manipulé les données techniques. La police d'assurance du navire est donc désormais caduque. Ainsi, monsieur Delacroix, vous êtes désormais le propriétaire d'une entreprise au bord de la faillite et de votre propre prison. Montmorency bondit sur ses pieds. Il s'est mis à crier devant les caméras. « C'est un mensonge, arrêtez la diffusion, faites taire cette femme !» Mais il était trop tard. Les journalistes avaient encerclé l'avocat et le bombardaient de questions. « Votre client a-t-il conduit ses passagers à la mort ? Que direz-vous de la chute de la bourse ? L'amiral dit-il la vérité ?» Je me suis adossée à ma chaise dans la salle de briefing et observé le chaos qui régnait à Paris. Montmorency tentait de s'échapper de la salle en se protégeant avec sa voiture. Le lieutenant Luc s'est approché de moi, un large sourire aux lèvres. Il m'a montré sa tablette. « Amiral, dit-il, les actions de Delacroix Holding ont perdu 18% de leur valeur au cours des 10 dernières minutes. La bourse a suspendu les transactions. Les hashtags sur les réseaux sociaux ont changé. Ce n'est plus « démission », mais « merci amiral » qui est tendance. Je pris une gorgée de thé. Il avait meilleur goût que jamais. « Ce n'est pas fini, Luc », ai-je dit. « Ce n'était qu'un désastre financier. Henri a toujours son argent. Il a toujours ses avocats coûteux. Il est maintenant temps de lui montrer la seule chose que l'argent ne peut acheter. » Qu'est-ce que c'est, amiral ? Le fait que la réputation, une fois brisée, est un miroir qui ne peut plus jamais être réparé. Passons maintenant à la deuxième étape. Tu te souviens qui étaient les invités spéciaux d'Henri sur ce bateau ? Les yeux de Luc se sont mis à briller. Ah oui, quelques sénateurs et la femme d'un homme d'affaires célèbre. Bien, dis-je, il est temps de les faire comparaître à la barre. Voyons voir si les puissants amis d'Henri auront envie de rester sur un navire en train de couler. Cette histoire était en train de se transformer en cauchemar pour Henri, mais en œuvre d'art pour moi, et je n'avais pas encore fini mes coups de pinceau. Je ne nierai pas que j'ai pris plaisir à voir les actions de la holding d'Henri Delacroix s'effondrer, mais le véritable spectacle était de voir comment ces invités de marque à bord du navire, ces personnalités influentes qui constituaient le bouclier protecteur d'Henri, se comportaient au moment où il se retrouvait dans une situation délicate.
Lorsque le navire a accosté, nous avons débarqué les passagers conformément aux procédures militaires. Cependant, je ne les ai pas emmenés au poste de police, mais à la cantine des officiers de la base. L'endroit était chaud, confortable, mais complètement isolé du monde extérieur. Qui n'y était pas? Des personnalités célèbres de la société parisienne, 2 sénateurs et l'épouse d'un grand magnat des médias. Tous étaient des copains d'Henri, faisaient partie de son réseau de pouvoir. Cette foule qui la veille au soir sabrait le champagne et se moquait de moi était maintenant assise sur des chaises en plastique, les yeux rivés sur leur café refroidi. Lorsque je suis entrée, le sénateur Philippe s'est levé d'un bond. « Amiral Poésie !» a-t-il rugi, avec son ton habituel à la tribune. « C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas nous retenir ici en otage. Je suis immunisé. Je vais appeler Paris. » Je souris, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. « Asseyez-vous, sénateur, » dis-je calmement. « Vous n'êtes pas au Sénat ici. Vous êtes sur le territoire de la TAAF, et votre immunité est, disons, quelque peu flexible dans les cas de participation à un crime environnemental organisé et de non-signalement d'un acte de résistance à un agent de la force publique. » Le sénateur pâlit. « Je n'ai pas participé à rien. Henri nous a invités, c'était juste une excursion. » « Vraiment ?» dis-je, en posant ma tablette sur la table. La tablette contenait des images prises par les caméras de sécurité au moment des faits. Le sénateur riait et levait son verre derrière Henri qui m'insultait. « Je vous semblais vous amuser beaucoup sur ces images, sénateur. Henri me disait « Je vais t'acheter » et vous applaudissiez. Cela pourrait être considéré comme une incitation au crime au sens de la loi. Et croyez-moi, à l'approche des élections, si vos électeurs apprennent que vous êtes le complice d'un tueur de nature, cela ne sera pas très bon pour votre carrière. » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Tout le monde avait compris le message. Leur navire était en train de couler et j'étais leur seul canot de sauvetage. Je me suis assis au bout de la table, j'ai joint mes mains. « Écoutez, » dis-je, en adoucissant ma voix, « je ne vous accuse pas. Henri est un homme manipulateur, il vous a trompé. Il vous a promis un voyage sûr et légal, mais il vous a entraîné sur les lieux d'un crime. Il s'est servi de vous. » Je leur montrai une porte de sortie et ils allaient tous se bousculer pour passer cette porte. « Que voulez-vous que je fasse, amiral ?» demanda la femme du magnat des médias. Sa voix tremblait. « La vérité, » ai-je répondu, « juste la vérité. Dans votre déposition au procureur, je veux que vous racontiez comment Henri personnellement a choisi cet itinéraire, comment il a ignoré les avertissements du capitaine et comment il est devenu agressif lorsque l'annonce a été faite. Si vous coopérez, votre dossier sera classé comme témoin victime. Si vous ne le faites pas, vous serez tous assis sur le banc des accusés avec Henri. » Le sénateur Philippe prit une profonde inspiration. Il détourna les yeux. « Henri l'a bien mérité, » murmura-t-il. « Il nous a mis en danger, il nous a trompés. » Et voilà, les fidèles amis d'Henri, ceux qu'il appelait ses brères et qui organisaient des fêtes chaque week-end, l'ont trahi une seconde pour sauver leur peau. Si vous écoutez cette histoire en ce moment, j'ai un conseil à vous donner. Ne faites pas confiance à la foule qui vous entoure. Ceux qui restent à vos côtés lorsque vous perdez votre argent ou votre pouvoir sont vos vrais amis. Henri n'avait pas de vrais amis, seulement des intérêts. Et lorsque ces intérêts se sont opposés, la loyauté s'est évaporée. 1 heure plus tard, je me suis rendue dans la cellule d'Henri. Il se trouvait dans une petite pièce sans fenêtre. Son costume coûteux était froissé, sa cravate défaite. Il ne s'est même pas levé en me voyant. Il n'y avait plus trace de son ancienne arrogance dans ses yeux, seulement de la surprise et de la peur. « Je veux voir mon avocat, » dit-il d'une voix faible. « Tu l'as vu, Henri ?» répondis-je. Je fis signe au gardien qui se tenait à la porte. Le gardien apporta une petite télévision dans la cellule. « Mais avant de voir ton avocat, je pense que tu voudras regarder la déclaration à la presse de ton vieil ami, le sénateur Philippe. » J'ai allumé la télévision. Le sénateur Philippe était à l'écran. Dès son arrivée à Paris, il s'était présenté devant les micros. « Je suis profondément déçu, » déclarait le sénateur, avec son expression de fausse tristesse. « Il est inacceptable qu'Henri Delacroix nous expose à un tel danger et nuise à la nature. Je soutiendrai pleinement l'amiral Poésie et le procureur dans le cadre de la procédure judiciaire. Je présente mes excuses au peuple français pour m'être associé à un tel individu. » Henri resta bouche bée devant l'écran. « Mais, » balbutia-t-il, « mais c'est mon... J'ai financé sa campagne électorale. Ce n'est pas possible. » « L'argent n'achète pas la loyauté, Henri, dis-je en éteignant la télévision.
Il achète seulement des amis de location, et quand le contrat de location prend fin, ils s'en vont. Henri prit sa tête entre ses mains, ses épaules se mirent à trembler. Pour la première fois, il se sentit vraiment seul entre ces murs glacés. « C'est fini ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Tu m'as détruit ?» Je me dirigeai vers la porte. Je posai ma main sur la poignée et lui jetai un dernier regard. « Non, Henri, dis-je, nous ne faisons que commencer. Tu as perdu ton entreprise, tes amis, ta réputation. Mais nous avons encore un compte à régler, celui des dommages que tu as causés à cette région. Demain, le tribunal ne te jugera pas à Paris, mais ici, là où le crime a été commis. Et crois-moi, les juges d'ici ne sont pas aussi indulgents que ceux de Paris. » Lorsque j'ai verrouillé la porte de la cellule, le clic a résonné une fois plus. Mais cette fois, ce n'était pas seulement le bruit d'une porte qui se fermait, c'était le monde d'un homme qui s'écroulait complètement. Mais il y avait une chose qu'Henri ignorait, et que j'ignorais moi-même. Même un chat acculé fait un dernier geste, et l'avocat d'Henri, maître Montmorency, s'apprêtait à jouer son dernier et plus sale atout à Paris. L'histoire allait bientôt prendre une tournure beaucoup plus personnelle. Il existe un dicton en France. Quand les arguments s'épuisent, les calomnies commencent. C'est exactement ce qu'a fait l'armée juridique d'Henri lorsqu'elle s'est retrouvée acculée sur le plan technique et juridique. Leur stratégie n'était plus de sauver le navire, mais de couler le capitaine, c'est-à-dire moi. Le lendemain matin, dans l'un de ses studios chics de Paris, maître Montmorency était en direct. À ses côtés se trouvait un témoin secret au visage figé. Montmorency avait revêtu son masque théâtral de tristesse. « Mon client, Henri Delacroix, est une victime », disait-il d'une voix faible. Oui, certains détails techniques concernant le navire ont peut-être été négligés, mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, ce sont les obsessions personnelles de l'amiral Clémence Poésy. Dans ma chambre, je regardais cette comédie, une tasse chaude dans la main. Mon assistant Luc tremblait de nervosité. « Je peux éteindre, amiral, vous n'êtes pas obligé de supporter ça. » « Non, Luc, répondis-je, sans quitter l'écran des yeux. Monte le son. Tu dois savoir jusqu'où ton ennemi est prêt à aller. » Le témoin secret à l'écran a commencé à parler. Sa voix avait été modifiée, mais je reconnaissais son choix de mots, ses pauses sournoises. C'était un ancien sous-officier que j'avais personnellement renvoyé de l'armée 2 ans plus tôt, pour avoir volé du ful dans les stocks de la TAF. « Cette femme, disait le témoin, cette femme déteste les riches. Elle nous disait toujours « Un jour, je coulerai un de ces grands navires. Elle a des problèmes psychologiques. Elle est dépendante de l'autorité. Elle a choisi M. Henri parce qu'il est un homme puissant. L'amiral Poésy prend du plaisir à détruire les hommes puissants. » Le présentateur demanda, horrifié. « C'est donc une vengeance ?» « Absolument, s'écria Montmorency. Ma cliente a été victime des fantasmes d'une bureaucrate malade. Nous exigeons les rapports psychiatriques de l'amiral Poésy. Cette femme n'a pas sa place à ce poste. » Luc jeta la télécommande sur la table. « C'est révoltant. Nous devons faire une déclaration immédiatement, amiral. Nous devons expliquer qui est ce témoin et pourquoi il a été renvoyé. » Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, une tempête de neige avait commencé. Le hurlement du vent était bien plus honnête que les mensonges diffusés à la télévision. « Non, Luc, dis-je calmement. Luc me regarda avec étonnement. « Mais monsieur, il vous traite de fou. Allons-nous rester silencieux ?» Je me suis tournée vers lui. Mon visage arborait la même expression glaciale que lorsque j'avais vu Henri pour la première fois. « Tu te souviens de la citation préférée de Napoléon, Luc ? Ne coupe pas la parole à l'ennemi lorsqu'il commet une erreur. » Je retournai à mon bureau et commençai à classer les dossiers. Ils paniquent en ce moment. Comme ils n'ont plus d'arguments juridiques, ils s'en prennent à moi. Si je réponds maintenant, je me retrouverai dans le même bourbier qu'eux. Or, je vais les écraser sur leur propre terrain, c'est-à-dire sur le terrain juridique. J'ai sorti une clé USB de mon tiroir. Sur cette clé, dis-je, se trouvent les aveux de vol dits témoins secrets devant le tribunal militaire et les relevés bancaires des virements effectués au nom du témoin par le cabinet d'avocats de maître Montmorency sous le nom de frais de consultation. Oui, tu as bien entendu, je surveillais les relevés bancaires. Les yeux de Luc s'écarquillèrent. Quand avez-vous ? Hier soir, je savais que Montmorency allait jouer sale, mais nous n'utiliserons pas cet atout maintenant. Nous le garderons pour le tribunal. Ils seront humiliés devant le juge, pas en direct à la télévision. J'ai pris une profonde inspiration. Maintenant, venons-en au fait.
Les avocats de Paris ne veulent pas venir ici, n'est-ce pas? Ils veulent se connecter par vidéoconférence. Oui, amiral, répondit Luc. Ils invoquent les conditions météorologiques et leur état de santé. Refusé, ai-je dit d'un ton catégorique. Le crime a été commis ici, le procès aura lieu ici. Il s'agit d'une affaire militaire. S'ils veulent défendre Henri, ils devront quitter leur bureau luxueux et venir ici, au bout du monde. Ils marcheront dans la neige avec leurs chaussures italiennes hors de prix. Ils sentiront le froid dans leurs os. J'ai souri. Dis-leur, Luc, nous préparons la salle d'audience. Le système de chauffage pourrait être un peu défectueux. Luc a souri. Compris, amiral. Si vous avez déjà rencontré dans votre vie des personnes qui vous calomnient pour couvrir leurs propres fautes, écoutez mon conseil. Ne vous précipitez pas. La vérité est fille du temps. Laissez-les dire leurs mensonges, laissez-les croire qu'elles sont au sommet. Leur chute sera si dure que le bruit fera trembler le monde. Alors que Montmorency et son équipe sabraient le champagne à Paris, pensant avoir remporté la victoire, je préparais ici, aux portes de l'Antarctique, une scène parfaite pour eux. Ils allaient connaître non seulement une défaite juridique, mais aussi un effondrement physique et mental. Car nous étions à la TAF. Ici, il n'y avait pas de place pour les showman. Ici, il n'y avait que des survivants. Et Henri n'avait encore pas appris ce que signifiait survivre. Demain, la première leçon allait commencer. On dit souvent que les tribunaux sont le lieu où la justice est rendue. Mais à la TAF, à l'extrémité la plus isolée du monde, il n'y a pas de justice. Ici, il n'y a que des survivants et des gelés. Lorsque le jet privé transportant l'armée d'avocats d'Henri a pu atterrir après 3 tentatives en raison de la tempête, seul le rugissement sauvage du vent les a accueillis. Lorsque la porte de l'avion s'est ouverte, Maître Montmorency et son équipe ont descendu les marches dans leurs fins manteaux en cachemire italien, et le changement d'expression sur leur visage était inestimable. Ces hommes qui, à Paris, criaient « Nous allons achever l'amiral Poésie » se recroquevillaient désormais à chaque rafale de vent, les dents claquant les unes contre les autres. Nous les avons conduits dans la salle d'audience, c'est-à-dire le grand hangar de la base, dont le chauffage ne fonctionnait pas en raison d'une panne technique. La température intérieure était de 4 degrés. J'étais très à l'aise dans mon uniforme d'hiver en laine, mes sous-vêtements thermiques et mon café chaud à la main. En face de moi, Henri et ses avocats étaient assis, les lèvres bleues et les mains tremblantes du fait du froid. Le juge était le colonel Renard, un homme à caractère bien trempé issu du droit militaire. Il ne ressemblait en rien au juge politique si courtois de Paris. Le bruit qu'il faisait en frappant son estrade ressemblait à un craquement d'un glacier. « L'audience est ouverte », dit le colonel. « La défense, vous pouvez commencer. » Maître Montmorency se leva. Il essaya de calmer ses tremblements et ajusta sa veste. Le froid rendait sa voix rauque, mais il commença à réciter les mensonges qu'il avait appris par cœur. « Monsieur le juge, dit-il, mon client, a été victime d'un complot. L'amiral Poésie, agit par animosité personnelle. Comme nous l'avons expliqué hier à la télévision, il n'est pas sain d'esprit, et nos témoins... » Je l'interrompis. Je ne me levai même pas. Je levai simplement la main. « Je fais objection, monsieur le président, » dis-je calmement. Montmorency se tourna vers moi avec colère. « Attendez votre tour, amiral. »« Je ne peux pas attendre, maître, » ai-je répondu, « car si vous utilisez encore une fois le mot « témoin », vous serez arrêté pour avoir induit la cour en erreur. Et croyez-moi, les cellules de détention ici sont plus froides que cette salle. » Le juge Renard me regarda par-dessus ses lunettes. « De quoi parlez-vous, amiral ?» Je sortis la clé USB de ma poche et la tendis au greffier. « Monsieur le juge, le témoin secret présenté hier à la télévision par la défense est un ancien membre du personnel qui a été renvoyé de l'armée pour vol. Mais plus important encore, cette clé USB contient le reçu d'un virement de 50 000 € effectué 2 heures avant l'émission du compte bancaire du cabinet d'avocats de Maître Montmorency vers le compte de l'épouse de ce témoin. Savez-vous ce qui est écrit dans la rubrique « Description » ? Conseil en communication. Le silence dans la salle couvrait même le bruit de la tempête à l'extérieur. Henri se tourna vers son avocat, terrifié. Le visage de Montmorency était livide, non pas à cause du froid, mais de la peur. Lorsque le projecteur afficha le reçu sur le mur, le déclin de ce grand avocat commença. Le juge Renard examina longuement le décompte.
Puis il tourna son regard vers Montmorency, tel un laser. « Maître, dit-il d'une voix très basse, mais dont l'écho était mortel. Fausse déclaration, subornation de témoins, diffamation. Je vois d'ici que votre licence du barreau de Paris est brûlée. Comment expliquez-vous ce reçu ?» Et c'est à ce moment-là que la règle d'or du monde d'Henri entra en jeu. Quand le navire coule, chacun se sauve soi-même. Sans hésiter une seconde, Montmorency désigna Henri. « Je n'étais pas au courant !» cria-t-il, la voix aiguë de panique. « C'est toi qui me le demandais, c'est lui qui a fourni l'argent. C'est toi qui m'as dit « Je m'occupe de tout, ne t'en mêle pas, c'est comme ça que ça marche. » C'est toi qui m'as embarqué dans cette galère. » Le chaos régnait dans la salle d'audience. Des complices qui se disputaient, des avocats tremblants, et au milieu, 2 hommes d'élite qui s'accusaient mutuellement. Je pris une gorgée de café et observai la scène. Si la justice avait un goût, ce serait sans doute le goût de ce café, fort, chaud et satisfaisant. Si, comme moi, vous aimez regarder les moments où le mal se dévore lui-même, vous êtes au bon endroit, car ce que vous allez voir dans un instant n'est pas seulement un verdict, mais une leçon à retenir. Le juge Renard abattit son marteau sur le bureau. « Assez, tonna-t-il. Asseyez-vous tous les deux. Maître Montmorency, vous êtes désormais accusé. Je vous inculpe pour subornation de témoins. Et vous, messieurs Delacroix ?» Le juge se tourna vers Henri. Henri était effondré, les épaules tombantes, à bout de force. Son manteau coûteux ne le réchauffait plus. « Vous n'avez pas seulement pollué l'environnement, vous avez également tenté de polluer la justice. Ce tribunal n'est pas un club parisien où vous pouvez jouer. Je vais maintenant prononcer ma décision. » Tout le monde se leva. Henri avait du mal à tenir debout. Il me regarda. Il n'y avait plus de haine ni d'arrogance dans ses yeux, seulement de la supplication. Mais à la taffe, la pitié n'était réservée qu'aux pingouins. Le juge prit une profonde inspiration et commença à lire cette décision historique. Pour Henri, la vie ne serait plus jamais comme avant. La voix du juge Renard résonna sur les parois métalliques froides du hangar. « Accusé Henri Delacroix, dit-il en fixant Henri du regard, notre tribunal a jugé votre défense insuffisante et votre repentir hypocrite. Le fait que des individus puissants comme vous pensent être au-dessus de la loi n'est pas seulement une erreur, mais aussi un danger pour la société. » Henri tremblait. Impossible de dire si c'était à cause du froid ou de la peur. « Le verdict, poursuivit le colonel Renard. 1. Pour avoir sciemment et volontairement dépassé la capacité technique du navire Le Roi Soleil, mettant en danger la vie de 150 passagers, 12 ans d'emprisonnement. Un sanglot étouffé s'échappa de la bouche d'Henri. « 12 ans !» murmura-t-il. 2. Pour avoir causé des dommages irréversibles à l'écosystème protégé de la zone rouge en y pénétrant sans autorisation, 15 millions d'euros d'amende administrative. 3. Pour avoir tenté de corrompre un fonctionnaire, de le menacer et de tromper la justice avec un faux témoin, 5 ans de prison supplémentaire et interdiction à vie de participer à tout marché public. Henri s'effondra à genoux. Cet homme fier et arrogant était maintenant recroquevillé sur le sol comme un petit enfant. « Et l'accusé Pierre-Louis de Montmorency, dit le juge en se tournant vers l'avocat, pour avoir bafoué l'éthique professionnelle et acheté des témoins, 4 ans de prison et retrait de sa licence d'avocat. » Montmorency s'effondra sur place. « Vous ne pouvez pas faire ça, gémit-il. J'ai un cabinet à Paris, j'ai des rendez-vous. » Le juge abattit son marteau une dernière fois d'un coup sec. L'audience est close. Il est décidé que les accusés resteront en détention et seront immédiatement transférés à la prison de Kerguelen pour y purger leur peine. 2 militaires de la police militaire saisirent Henri par les bras et le relevèrent. Henri me regarda. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Amiral, dit-il d'une voix cassée, s'il vous plaît, faites quelque chose, je ne peux pas rester là-bas, je ne supporte pas le froid. S'il vous plaît, laissez-moi être jugé à Paris, je vous donnerai tout ce que vous voulez. » Je posai doucement ma tasse de café sur la table. Je m'approchai de lui. Il n'y avait que quelques centimètres entre nous. « Henri, dis-je, vous ne comprenez toujours pas. Rien de ce que vous pouvez m'offrir ne m'intéresse. Vous avez tout mesuré en termes d'argent, mais vous payez le prix fort avec votre liberté. »
Puis je lui ai rappelé la phrase qu'il m'avait dite le premier jour sur le pont du bateau. « Tu m'avais dit, à cause de toi, je ne vois pas l'iceberg. Ne t'inquiète pas. Au cours des 17 prochaines années, tu auras tout le temps de regarder ces icebergs depuis la fenêtre de ta cellule. Profite bien de la vue. » Les soldats ont traîné Henri et son avocat en larmes hors du hangar. Lorsque la porte s'est fermée, il ne restait plus que le sifflement du vent et ma profonde inspiration. Je suis sortie. La tempête s'était calmée. Dans le ciel, les magnifiques aurores australes que l'on ne peut voir que dans cette région avaient commencé à danser. Des lumières vertes et violettes ornaient le ciel comme une couronne de victoire. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Luc. « Amiral, dit-il d'une voix excitée, les agences de presse viennent de diffuser une dépêche de dernière minute. La décision a provoqué un choc dans le monde entier. Delacroix Holding a officiellement déposé le bilan et le ministre a appelé. » « Qu'est-ce qu'il dit ?» demandai-je en regardant le ciel. « Il vous félicite, monsieur. Il dit « Merci d'avoir préservé la réputation de l'État. » Et je crois qu'il parle d'une cérémonie de remise de médailles. J'ai souri. Les médailles, les grades, les félicitations, tout cela était très agréable, mais rien ne pouvait remplacer le sentiment d'accomplissement que je venais de ressentir dans la salle d'audience. « Luc, dis-je, transmettez mes remerciements au ministre, mais je ne peux pas venir à Paris pour la cérémonie. J'ai du travail ici. La saison de reproduction des pingouins a commencé et je dois les protéger. » J'ai raccroché le téléphone. Nous arrivons à la fin de cette histoire, mes amis. Henri et son avocat ont été placés dans les cellules froides qu'ils méritaient. La société a fait faillite. Ce luxueux navire a été saisi par l'État. Mais la vraie question est la suivante. Une fois la poussière retombée, que reste-t-il ? Comment suis-je sorti de cette guerre, moi, l'amiral Poésie ? Et à qui est revenu le reste de cette fortune ? Venez, tournons ensemble la dernière page de ce conte glacial, c'est-à-dire l'épilogue, car la justice ne consiste pas seulement à punir le coupable, mais parfois aussi à récompenser la victime. Et croyez-moi, ce que vous entendrez à la fin vous donnera le sourire aux lèvres. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit orageuse au tribunal. Je me trouve à nouveau au même endroit. Je ne suis pas sur le pont du navire, mais sur le balcon de mon bureau, une tasse de café chaud à la main, contemplant l'horizon. Il fait moins 25 degrés, le vent souffle fort. Mais ce vent ne me rappelle plus le froid, mais la victoire. Venons-en maintenant à la question que tout le monde se pose. Que s'est-il passé finalement ? Commençons par Henri. Le prince gâté de la haute société parisienne se trouve actuellement dans le bloc A de la prison de Kerguelen, c'est-à-dire dans la section des cellules individuelles. Il se lève à 6 heures du matin et passe la majeure partie de sa journée à déblayer la neige dans la cour de la prison. Ses coûteux manteaux en cachemire ont été remplacés par une épaisse combinaison grise fournie par l'État. Et savez-vous ce qui est le plus ironique ? La petite fenêtre de sa cellule donne précisément sur l'iceberg dont il se plaignait ce jour-là en disant « Je ne vois rien ». Plus personne ne lui cache désormais la vue. Chaque jour, il est obligé de contempler ce monument blanc, symbole de l'orgueil qui l'a conduit ici. Son avocat, maître Montmorency, a quitté Paris après avoir été radié du barreau. J'ai entendu dire qu'il essayait maintenant de travailler comme agent immobilier dans une petite ville du sud de la France, mais que personne ne lui faisait confiance et ne lui confiait les clés de sa maison. J'avais dit que la réputation était comme le verre. Une fois brisée, elle ne redevient plus jamais ce qu'elle était. Et le navire, ce luxueux et arrogant le Roi Soleil ? Le navire saisi par l'État n'a pas été vendu aux enchères. Non, cela aurait été trop simple. Par une décision spéciale du tribunal, le navire a été transféré à l'inventaire de la TAF. Le somptueux bar L'Orangerie a été démantelé et remplacé par un laboratoire d'océanographie à la pointe de la technologie. Le nom du navire a également été changé. Savez-vous quel est son nouveau nom ? L'Empereur. Ce navire ne navigue plus parmi les glaces pour divertir les touristes fortunés, mais pour protéger et étudier les manchots empereurs que Henri a tenté d'exterminer. Et l'argent, les 15 millions d'euros d'amende report infligés à Henri et les millions provenant de la liquidation de l'entreprise ? Cet argent n'a bien sûr pas été versé sur mon compte personnel. Je suis un honorable fonctionnaire de l'État. Mais grâce à cet argent, j'ai réalisé mon rêve.
nous avons créé la Fondation pour la protection et la recherche des terres australes. Grâce à ce fonds, nous avons désormais davantage de gardes, de meilleurs équipements et les systèmes de surveillance les plus avancés au monde dans tous les coins de la TAF. L'argent d'Henri s'est transformé dans un bouclier qui protège la nature qu'il tente aujourd'hui de détruire. Voilà ce qu'est la véritable justice, le véritable karma. La semaine dernière, lorsque je suis allée inspecter la prison, j'ai rencontré Henri. Il déblayait la neige dans la cour. Il s'est arrêté en me voyant. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement une profonde résignation et un sentiment d'épuisement. « Comment va la vue, Henri ?» lui ai-je demandé. Il a levé la tête et a regardé l'iceberg. « Il fait froid, amiral », a-t-il répondu. « Très froid. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement souri et continué mon chemin, car certaines leçons ne s'apprennent que lorsqu'on est gelé jusqu'aux os. Maintenant, je vous pose la question, mes amis. Si ce jour-là, sur le pont du navire, Henri m'avait insulté et que j'étais resté silencieux et m'étais écarté, que se serait-il passé ? Peut-être ai-je échappé à un moment de malaise, mais mon âme aurait été écrasée toute ma vie sous le poids de ce silence. La justice n'est pas quelque chose que l'on attend. La justice, c'est quelque chose que l'on prend. Parfois dans une salle d'audience, parfois dans une réunion du conseil d'administration, parfois au bout du monde, sur le pont d'un brise-glace. Je suis le contre-amiral Clémence Poésy. Ici, c'est mon royaume, et ici, la justice ne dort plus jamais avant que la glace ne fonde. Si cette histoire a un tant soit peu attisé le feu de la justice qui sommeillait en vous, j'en suis ravie. Qui sait, peut-être qu'un jour nous écouterons votre histoire. D'ici là, restez debout, et ne laissez jamais, au grand jamais, personne vous cacher la vue. Abonnez-vous à la chaîne et racontez votre histoire dans les commentaires. Au revoir.